Merci d'avoir répondu positivement à notre invitation. Avec plaisir. Vous m'invitez, je viens. J'accepte toujours les invitations quand elles viennent de personnes sympathiques, il n'y a pas de souci. Excellent. La chaleurosité du Sud. Alors, Laurent, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît, et présenter ton ou tes activités, puisque tu es un multi-entrepreneur. Alors, mes différentes activités. Premièrement, je suis chef d'entreprise dans l'immobilier. C'est mon activité principale. J'ai plusieurs structures. Donc, la principale est un cabinet d'immobilier, transactions, gestion sur la Côte d'Azur. On fait de la vente de biens immobiliers, de villas et de gestion locative. On a une activité aussi, le cabinet Mergon, ça c'est Gubernatis Immobilier. Le cabinet Mergon fait aussi du courtage en crédit et du conseil en investissement, optimisation fiscale et pour les personnes qui veulent investir de l'argent essentiellement autour de l'immobilier. Et j'ai une société de marchand de biens, j'ai deux sociétés de marchand de biens plutôt, qui fait des rénovations d'appartements qu'on revend par notre agence immobilière. Voilà. Donc la boucle est bouclée, c'est l'immobilier. Je suis enseignant aussi à l'université de Nice depuis 20 ans, à l'IUT, en licence banque et en licence immobilier. Je suis conseiller régional PACA. Ça, c'est ma partie politique. Je m'investis pour ma région. Et je suis également président du Business Club France-Russie. Alors attention, en ce moment, il ne faut pas trop dire Russie parce que c'est un gros mot, mais je vais expliquer pourquoi on avait monté ce club à l'époque et l'historique de notre club business. En fait, j'ai travaillé dans la banque privée avant de monter mon cabinet à Monaco et j'avais une grosse clientèle russophone à l'époque. Et j'ai commencé à découvrir la Russie en 2008, vous voyez, ça date, et où je faisais des allers-retours pour aller vérifier que les clients russes qui ouvraient des comptes à Monaco et avaient bien ce qu'ils disaient, c'est-à-dire une entreprise en Russie, une activité légale. Donc on faisait un peu de checking de ces clientèles-là qui ouvraient des comptes à Monaco et qui achetaient de l'immobilier sur la Côte d'Azur. Et je me suis aperçu qu'il y avait quand même, les avions étaient pleins entre Moscou et Nice. Il y a 2 vols quotidiens en été et un vol en hiver, plus un vol sur Saint-Pétersbourg, et que historiquement, la Côte d'Azur a toujours attiré les Russes, mais depuis quelques années, encore plus. Voilà. Donc je me suis dit, il y aurait peut-être une idée de faire un club business, puisque les classes affaires étaient pleines. Et j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal d'hommes en costume cravate qui prenaient des avions et qui revenaient, et qu'il n'y avait pas vraiment de club business qui existait en tant que tel sur la Côte d'Azur pour mettre en relation les entrepreneurs français, les entrepreneurs russes et des entrepreneurs français à se développer en Russie, tout type d'entrepreneurs, dans tout type d'activité, etc. Voilà. Donc on a monté l'association en 2018 au lendemain de la victoire de l'équipe de France de football au mondial, puisque je vous rappelle que c'était à Moscou et qu'on c'était une date historique pour notre pays et pour le football français aussi. Et on était plutôt dans une époque de bonnes relations, voire très bonnes relations avec la Russie. Macron a été reçu par Poutine lors de la finale. Tout s'était bien passé. La Coupe du Monde s'est très bien passée. Et c'était le moment de voir un peu pour ce rapprochement économique entre les deux pays. Donc il faut savoir qu'on a une chambre de commerce franco-russe qui a plus de 25 ans, qui est présente en Russie depuis de nombreuses années et qui a essentiellement pour vocation d'aider les entreprises françaises à s'implanter. Là, on en a entendu parler effectivement récemment, puisque mais peu de gens savaient que la France est un des premiers employeurs privés en Russie. Le groupe Auchan, par exemple, est l'employeur privé le plus important en Russie. Et la France, les entreprises françaises, je crois que c'est le 2e ou le 3e employeur étranger en Russie. Voilà. Donc, on a Leroy Merlin, Auchan, Carrefour, on a Renault, Peugeot qui a des usines. Enfin bon, on a beaucoup d'entreprises. On a des banques. La Sberbank qui est une filiale de la Rosebank, Rosebank est une filiale de la Société Générale. Bon, voilà. Donc on a beaucoup d'intérêts économiques. On a une chambre de commerce qui est très active. Et donc l'idée, c'était de monter, alors pas un club pour les grosses boîtes du CAC 40 parce que c'est pas ma cible, mais pour les entrepreneurs TPE, PME, que la chambre de commerce France-Russie ne va pas forcément être sur ce créneau-là parce qu'ils sont sur les grosses boîtes, d'accord. Et nous, nos boîtes à nous, ce sont plutôt des boîtes de taille humaine
l'entrepreneur qui veut vendre, je ne sais pas quel produit de fabrication française en Russie, ou qui veut faire du conseil en Russie, ou qui veut se développer là-bas, une marque ou un produit, etc. Voilà, donc la Chambre de commerce nous aidait. On a créé le club avec la moitié d'entrepreneurs français, qui étaient moitié d'entrepreneurs russes ou russophones. D'accord. Alors, que les choses soient claires, on s'appelle franco-russe, mais on avait de tout dans notre club. On avait je veux dire on avait, parce que pour l'instant, effectivement, j'ouvre une parenthèse, vu le contexte et la situation de guerre, le club a été mis en sommeil par solidarité avec ce qui se passe pour le peuple ukrainien et pour pas qu'on dise qu'on continue à faire du business dans une situation de guerre, parce que c'est un peu déplacé. Voilà, donc on est aujourd'hui en stand-by. Même si on a toujours des gens qui nous demandent un peu, alors on essaye d'aider des entrepreneurs français qui sont dans une situation. Voilà, on va revenir tout à l'heure, je vais expliquer. Voilà. Mais donc on a la moitié du club qui sont des Français, souvent qui sont d'origine russe ou russophone, mais on n'a pas que, on a des Ukrainiens, on a des Biélorusses, on a des Kazakhs, on a un peu de tout dans le club. Il y a des gens qui parlent russe, parce que c'est en fait le lien, c'est des gens qui parlent russe. Et on a des Français, donc on a notaire, avocat, entreprise du BTP, on a fiscaliste, on a gestionnaire de patrimoine, enfin un peu de tout. Voilà, alors, pourquoi créer un club d'affaires quand il existe déjà la chambre de commerce? Alors, comme je vous disais, la chambre de commerce, elle a plutôt vocation à aider les grosses boîtes. D'accord. Les grosses boîtes qui veulent s'implanter, qui sont des boîtes industrielles ou du CAC 40, ou peut-être pas du CAC 40, mais enfin, déjà, voilà. Voilà. Par contre, sur le petit entrepreneur, petit sens pas péjoratif du terme, mais je veux dire le TPE, l'entrepreneur individuel, ou l'entrepreneur qui a une petite PME, souvent on s'aperçoit que c'est les réseaux qui fonctionnent. Par exemple, notre vice-président Dimitri, qui est biélorusse, qui n'est pas russe, mais qui vit à Moscou depuis des années, a une société, Skiff, qui est une boîte qui aide les entreprises françaises à créer leur structure en Russie. Ouvrir un cabis, monter une société, avoir une comptabilité en Russie. C'est-à-dire, si vous n'avez pas quelqu'un qui est bilingue et qui va vous expliquer comment lire un bilan en russe, je peux vous dire, c'est pas gagné. Voilà, donc on a un gars là-bas qui, justement, moi j'ai un copain qui a une agence c'est caricatural parce qu'on pensait de suite à ça, mais qui a une agence de mannequins à Nice, qui a dit je vais ouvrir une filiale en Russie parce qu'il y a des belles filles en Russie, donc on va monter une agence de mannequins mais c'est parti de Nice avec la filiale à Moscou. Et il fallait il faut créer l'entreprise, donc créer l'équivalent d'une SARL en Russie, les statuts, ouvrir le compte bancaire, avoir un comptable qui fasse les bilans, etc. Donc voilà. Donc on a aujourd'hui des gens qui peuvent vous aider si demain vous voulez monter une société en Russie pour être enregistré, immatriculé comme une entreprise officielle en Russie. Voilà. D'accord, très bien, excellent. Merci. Alors, comment Business France-Russie accompagne les entrepreneurs français sur place? Sorry, pardon? Je disais en fait, comment en fait le business en temps normal, hors crise, comment le club d'affaires France-Russie en fait accompagne les entrepreneurs français sur place? Alors, nous, quelqu'un m'appelle, me dit voilà, je veux faire tel et tel business. J'essaie de le mettre en contact avec quelqu'un qui a un business équivalent ou complémentaire à son activité en France. Je vous donne un exemple. J'ai un ami qui fabrique des montres, voilà, qui est un horloger, qui est une marque de montres, Black Goose, qui est une belle marque de montres. Il me dit, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui fait des mécanismes. Il y a les Japonais, les Chinois, les Suisses et les Russes. Bon. Et donc, il se dit, j'aimerais rencontrer l'entreprise qui fabrique des montres en Russie, qui fait encore des mécanismes de mécanique. Et on l'a aidé à organiser ce rendez-vous pour qu'il puisse rencontrer Raketa, qui est une marque russe, qui fabrique des montres. Voilà. Et en même temps, dans mon réseau, j'ai un Français qui est en Russie depuis 20 ans, qui travaille le cuir, et qui a pu proposer des bracelets en cuir à mon ami qui a cette marque de montre. Voilà. Donc voilà concrètement qui on met en relation, avec qui, comment. Voilà. Excellent, parfait. Merci. Et donc du coup, finalement, là,
en ce moment, il y a une crise à bien des égards. Euh, Comment vous accompagnez les entrepreneurs en ce moment-là, durant le conflit, pour ne pas employer d'autres termes, russe-ukrainien? Alors, euh, là, les demandes que j'ai, c'est plutôt des Français qui sont en Russie, qui sont dans une D'accord, situation compliquée. Je vous rappelle qu'en ce moment, on a des sanctions de tous les côtés. Il en tombe une tous les jours, de ces nouvelles sanctions contre la Russie, et que les Français qui sont là-bas subissent ces sanctions. Puisque, en contrepartie, on leur interdit, par exemple, de transférer l'argent en Europe. Là, on commence à leur dire si vous quittez le territoire, ben, on va nationaliser votre compagnie, elle va devenir russe. d'accord, Moi, je vous donne un exemple. J'ai un ami membre du club qui est un Français qui est depuis 15 ans en Russie, un gars qui a 40 ans, un jeune entrepreneur, on va dire, mais il a monté sa boîte de communication. Il gère des influenceurs et des influenceuses en Russie sur tout ce d'accord. qui est lancement de produits français sur le territoire ukrainien et sur le territoire russe et kazakh. Voilà. Donc, D'accord. vous êtes, je donne un exemple, vous êtes L'Oréal, vous êtes n'importe quelle marque, vous voulez vous lancer en Russie votre produit. Aujourd'hui, on sait très bien que, bon, soit vous faites de la publicité classique, mais des fois, quand vous avez des budgets euh, ciblés, vous allez prendre un influenceur qui va vous propulser votre produit rapidement parce qu'il est suivi par 200 000 personnes et que de suite, ça ferait, ça va booster le produit. Donc lui, voilà la situation. La situation, elle est ça, elle est que il se retrouve aujourd'hui à avoir perdu tout le marché de l'Ukraine, puisque ces influenceurs, je peux vous expliquer qu'en ce moment, ils ont autre chose à faire que d'influencer de l'Ukraine des produits de consommation courante. Voilà, il y a certains influenceurs qui ne répondent même plus au téléphone, pour vous dire. Donc, voilà, plus de marché, plus aucune marque étrangère va essayer de faire de la publicité sur l'Ukraine en ce moment. Parce que, D'accord. euh, deuxièmement, on a la problématique de la Russie, où pareil, les marques françaises sont soit en train de se retirer, sont en train de se dire ben c'est plus le moment d'aller développer des marchés là-bas, donc ils coupent les budgets publicitaires et entre autres les budgets de com digital. Donc mon ami se retrouve aujourd'hui à avoir perdu 2 marchés sur 3. Donc il travaille encore avec le Kazakhstan, D'accord. qui est un pays russophone aussi, qui n'est pas en guerre. Mais bon, quand vous perdez, il y avait une entreprise qui était évaluée à peu près à 2 millions d'euros. Quand je l'ai vu, moi, parce que je suis allé, la dernière fois que je suis allé, c'était en fin d'année 2021 en Russie. Son rêve, c'était peut-être de vendre sa société et de Hmm. venir justement acheter une maison sur la Côte d'Azur. Il m'a demandé, je viens de te voir en ce moment-là. Ouais, donc, bon, malheureusement, aujourd'hui, son entreprise, elle n'a plus la même valeur que ce qu'elle valait il y a 3 mois. Et c'est compliqué pour lui parce que pour rapatrier l'argent, même s'il vend sa boîte, quid de transfert d'argent qui est bloqué, quid et quid. Bon, donc on est dans une période compliquée, je ne vais pas dire le contraire. Hein. J'ai d'autres Français qui se retrouvent aussi, par exemple, à vouloir, ils avaient voulu acheter de l'immobilier sur Moscou. Aujourd'hui, ils avaient fait le dépôt de garantie, ils devaient signer. Maintenant, ils ne peuvent pas envoyer l'argent. Donc, ils risquent de D'accord. perdre leur dépôt de garantie, etc. Donc, vous voyez les situations concrètes du quotidien sur ce D'accord. type de marché. Donc, voilà. Donc, je vous donne des exemples assez précis sur des problématiques que subissent les entrepreneurs français qui sont en Russie actuellement. Très bien. Donc, du coup, en fait, on comprend en fait que les sanctions économiques qui sont imposées à la Russie, finalement, ricochent sur des entrepreneurs qui sont les entrepreneurs français qui sont basés en Russie. Mais est-ce que c'est Pas est-ce que c'est uniquement, pardon? ouais, pas uniquement en Russie, en France aussi. Hein. En France aussi, d'accord. Et donc, du coup, en France aussi, finalement, ça ricoche sur les entrepreneurs français qui essaient d'exporter en Russie, c'est bien ça? Alors, ça, bien sûr, les entrepreneurs français qui veulent exporter leurs produits en Russie ou faire du commerce avec la Russie aujourd'hui, compliqué. Euh, les entreprises françaises en France, je donne un autre exemple. J'ai un ami architecte d'intérieur qui fait la rénovation d'une très belle villa sur la Côte d'Azur. Ses clients sont des Russes. Il doit payer pour la fin du chantier le plombier, le chauffagiste, le peintre, etc. Il manquait 300 000 euros pour finir le chantier. La propriétaire a du mal à envoyer l'argent. Donc, c'est 2, 3, 4, 5 entreprises de PME
qui risquent de se retrouver sur le carreau, parce que quand vous avez un chantier de 300 000, c'est-à-dire peut-être 30 ou 40 000 euros par corps d'État qui n'est pas payé, vous pouvez mettre en péril toutes ces petites entreprises. Parce que pour un artisan, 40 000 euros de pertes sèches, il ne s'en remet pas. Hein, voilà. Alors, a du mal à envoyer de l'argent en raison finalement des restrictions qui sont imposées au rouble, ou a du mal à envoyer de l'argent par souci de patriotisme? Non, c'est qu'aujourd'hui, c'est l'histoire des problèmes de SWIFT, le transfert interbancaire. Voilà. Je crois que c'est limité à 10 000 euros de transfert. Donc, vous avez, pas aller loin avec ça. Hein. Quand vous êtes une entreprise, 10 000 euros. Donc, pour éviter justement la fuite des capitaux et pour maintenir le rouble à flot, le gouvernement russe a mis des restrictions sur les transferts d'argent. D'accord. Donc, on a vu que là, ils ont une demande d'être payés en roubles leur pétrole, parce que ça fait que sur le marché, il y a une demande de roubles plus importante et ça maintient la monnaie élevée. Ouais, c'est la logique. Mais pour les artisans et les commerçants, c'est plus compliqué. Voilà. Donc, pour cette petite clientèle. D'accord. Donc, du coup, en fait, on voit qu'il y a des impacts au-delà de l'aspect politique, finalement, sur la vie de tout un chacun. Oui, l'aspect politique, c'est une chose. Après, on peut comprendre ou pas. Je veux dire, on peut comprendre que les États européens veulent sanctionner ce qui se passe et qu'utilisent toutes les méthodes possibles. Mais faire attention que le retour du boomerang ne soit pas plus douloureux, parce que qui va souffrir en premier? C'est les petites boîtes. Voilà. Quand on a une augmentation du prix de l'essence, l'augmentation du gaz, des matières premières, du blé, etc., c'est aussi les TPE, PME françaises qui vont pâtir. D'accord, très bien. Merci. Et donc, du coup, finalement, ok, c'est très clair. Et la question suivante, c'est à l'heure où plusieurs entreprises, plusieurs grands groupes, finalement, parce qu'on parlait finalement du fait en off que la France était le premier employeur en Russie, et à l'heure où plusieurs entreprises françaises quittent la Russie, comment se sent un entrepreneur français qui fait le choix de rester en Russie? Est-ce que tu en as au sein de ton club et comment est-ce qu'ils vivent la situation? Alors, il faut quand même savoir que les entrepreneurs qui vivent en Russie, ils ont souvent fait leur vie là-bas. D'accord, ils ont une femme, des enfants. Bon, il y a un lycée français qui était ouvert jusqu'à maintenant, qui est un lycée français qui date du 19e siècle, qui est il y a 2000 familles. Pas que des Français, il y a des Russes aussi qui mettent leurs gosses dans l'école française parce que c'est une école de qualité. Il y a l'ambassade, il y a tous les employés de l'ambassade, tous les employés des gros groupes, les cadres sup des entreprises françaises, de Carrefour, Auchan, Air France, tout ça, fait tous les gens qui voilà. Donc on a quand même et malheureusement la politique fait qu'aujourd'hui le Quai d'Orsay a demandé à ce que le lycée français soit fermé et que les enfants suivent des études en distanciel. Donc je vous laisse imaginer, c'est comme si c'était confiné de nouveau. Donc il y en a qui effectivement vivent là-bas, leur appartement là-bas, leur vie là-bas, leur famille. Ils ont leur activité, tout leur argent provient de leur activité en Russie. Donc qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils ne peuvent pas quitter du jour au lendemain et partir revenir en France. Ils n'ont plus rien. Ils ont plus. Certains moi, par exemple, j'ai mon ami qui travaille le cuir, qui a son entreprise de maroquinerie. Ouais, maroquinerie. Alors lui, par exemple, il fait les bracelets. Donc là, c'est pour mon copain, il a essayé de nous faire des bracelets de monde, mais il a créé son business sur les coques d'iPhone en cuir, en python, en matière super luxe, parce que les Russes, ils aiment bien avoir la coque en python pour le dernier iPhone 13, 14, machin, voilà. Donc, il s'est fait sur ce marché-là, il a sa petite boutique, il est très connu là-dessus, il a fait aussi des coques pour les iPads et compagnie. Voilà. Bon. Donc il s'est fait sur ce business-là. Aujourd'hui, il a un atelier, il fait travailler 10 personnes dans son atelier parce qu'il couvre toute la Russie. Aujourd'hui, ses produits sont vendus partout. Qu'est-ce que vous voulez que ce gars, il a ses 25 ans qu'il est en Russie, il a plus mis en Bretagne depuis 25 ans, qu'est-ce qu'il revienne en France? Mais, voilà, donc compliqué pour lui. Hein. C'est compliqué, effectivement. Et donc, du coup, finalement, ces entrepreneurs
français, ou alors ces ressortissants finalement français qui sont installés en Russie et finalement qui sont impactés par les décisions politiques de part et d'autre, hein, est-ce qu'ils reçoivent des aides quand ils sont entrepreneurs? Parce que finalement, tu nous as dit tout à l'heure en fait, que le Quai d'Orsay avait imposé la fermeture de l'école, mais donc du coup finalement il va y avoir des incidences économiques. Est-ce qu'il y a un accompagnement est-ce qu'il y a un accompagnement économique une fois que la décision politique a été prise, et comment les entrepreneurs sur place sont preuve de résilience dans l'éventualité où il n'y aurait pas d'aide? Ils n'ont pas d'aide là-bas puisque c'est le gouvernement russe qui devrait les aider. Donc, c'est pas la France qui va aider les entrepreneurs qui ont leur société en Russie et qui gagnent leur vie en Russie. Ils n'ont plus de lien avec la France, ces gens-là, vous voyez, souvent. Donc, si vous êtes en France, il est prévu des aides pour les entreprises françaises qui ont des marchés avec la Russie. D'accord. Un peu comme il y a eu pendant le Covid. On ne sait pas trop encore aujourd'hui comment ça va se passer. Mais on pense qu'il va y avoir un système d'aide parce qu'il y en a qui vont peut-être pas tenir le choc, hein. C'est fort possible, hein. Très bien. Alors, on pense qu'il y en a qui ne vont pas tenir le choc. Est-ce qu'il y a déjà des entrepreneurs qui sont en Russie, des entrepreneurs français, hein, on se focalise vraiment sur les entrepreneurs français qui sont en Russie et qui ont déjà commencé à pâtir de cette relation de manière très concrète? Bien sûr. Là, je sais que il y a certains marchés aujourd'hui. Bon, on l'avait déjà connu, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer. Les sanctions datent depuis 2014. D'accord. On a l'impression que la guerre elle a commencé hier, mais cette guerre, ça fait depuis 8 ans qu'elle existe, hein. En 2014, pour faire un petit rappel historique, on était sous Hollande. Il y avait déjà eu un coup d'État, enfin, il y a eu en Ukraine, puisque le gouvernement en place a été déstabilisé. Ils ont un nouveau gouvernement qui s'est mis en place. L'ancien gouvernement était pro-russe, le nouveau était pro-occidental. Bon, tout ça a fait qu'il y a eu une tension, et c'est à ce moment-là que Poutine a vu que ça flottait. Et il a décidé d'envahir la Crimée en disant c'est un territoire russe, c'est à nous. Bon. Donc il a profité de la confusion pour récupérer la Crimée. Et tous les autres pays du monde, enfin, l'Occident essentiellement, ont condamné ça, et ils ont commencé à faire des sanctions sur l'annexion de la Crimée. D'accord. Donc il y a eu les premières sanctions qui ont eu lieu. Et je vous rappelle qu'à l'époque, la France avait vendu 2 bateaux de guerre à la Russie, qui étaient flambant neufs, payés rubis sur ongle, et qu'on leur a jamais livré, puisque Hollande a dit bah, si c'est comme ça, on leur livre pas. Voilà, donc on a perdu je sais pas combien de milliards. Voilà, donc bon. Et au final, ce que je veux dire, c'est qu'il y avait, par exemple, dans les domaines de l'agroalimentaire, il y avait déjà des sanctions sur le fromage, par exemple. Bon, ils ont ciblé. C'est symbolique aussi, hein, le pays aux 250 fromages, la France, on va cibler ce pays. Voilà, donc ils ont effectivement empêché que les Russes puissent importer des fromages français. Ça a mis cette filière en difficulté, puisque c'était quand même un gros marché, la Russie. Mais les Russes, qu'est-ce que ça a fait? Ils ont dit, on va essayer d'être autosuffisants. Sur le fromage, pas le spécial fromage du Cantal, voilà, mais le gruyère, le fromage de grande consommation courante. Ils ont développé leur propre fromagerie et ils sont devenus quasiment autosuffisants. Donc c'est des marchés qu'on a perdus définitivement, puisque maintenant ils n'ont plus besoin de fromage français ou italien ou quoi, ils ont leur propre production de fromage en Russie. Voilà, donc exemple de filières qu'on a perdues suite à ces sanctions. Excellent. Ouais. Et donc finalement, on voit en fait que au niveau stratégique, on ne prend pas forcément les meilleures décisions. Et moi, il y a une question en fait que j'ai envie de me poser. Aujourd'hui, la France, avec d'autres nations bien évidemment, prennent des décisions, des sanctions économiques à l'égard de la Russie. Et la question c'est, est-ce que la Russie impose ou imposerait éventuellement des sanctions économiques aux ressortissants français qui sont basés là-bas en Russie? Alors, des informations que j'ai de la Chambre de commerce franco-russe, sur place, où je reçois un débrief tous les 2 jours, les chefs d'entreprise et les entreprises qui partent,
le gouvernement russe peut les nationaliser. Dire voilà, maintenant, vous êtes partis, on récupère ou on met des associés russes à l'intérieur, voilà, merci, au revoir, vous avez tout perdu, c'est à nous. Bon, voilà, donc Donc, ça du devient coup, russe. ils perdent leur participation dans l'entreprise et ils perdent leur Exactement. ils perdent tout. Donc, en fait, c'est une espèce de PA sans avoir à débourser un centime, en fait. Exactement, les Russes, c'est du ben voilà, patriotisme russe, on garde ces entreprises sur le territoire, vous êtes partis, tant pis pour vous. Voilà. Bon. C'est pour ça qu'Auchan, vous avez vu la polémique qu'il y a eu, ben, ils ont décidé de ne pas partir parce que Auchan, c'est 30 000 personnes, je crois enfin, c'est des milliards qu'ils ont investis en magasins, il y en a partout dans la Russie. Et, cette guerre ne va pas durer non plus 20 ans, enfin, espérons-le. Donc, je veux dire, à un moment donné, il va falloir penser à l'avenir. Et si tous les parts de marché qu'on perd aujourd'hui, on ne les retrouvera jamais. Qui va prendre ces parts de marché, d'après vous? Je vous pose la question. Si ce n'est pas la Russie, ce sera la Chine ou alors ses alliés. Exactement. Donc, je veux dire, les parts de marché que la France va laisser, ça va être sûrement la Chine qui va les reprendre derrière. Parce que, voilà, vous savez, la nature a horreur du vide. Quand il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui prend la place. Hein. Donc, je veux dire, bon, il est fort probable que la Chine va prendre la place qu'on a perdue. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a aussi une certaine hypocrisie, puisqu'à l'époque de 2014, les Américains nous avaient poussé à faire des sanctions, et qui, eux, derrière, ont récupéré des parts de marché que nous avions laissées. Voilà. Donc, il faut quand même être conscient qu'on est dans une guerre économique, hein, dans tous les sens du terme. Et là, tous les coups sont permis. Et ceux qui nous imposent le plus de faire des sanctions, derrière, ils vont avoir tendance à se dire, bah, tiens, les Français sont partis. Oh, tiens, il y a un marché là, pas mal où ils étaient pas mauvais. Là. Bon, ils sont plus là. Hop, on les reprend. Voilà. Donc, Et c'est arrivé pas mal de fois, notamment avec... Alors, je ne suis pas politisé, donc je ne donnerai pas mon avis dessus. Mais en tout cas, c'est pas une question politique, hein, c'est une question d'économie, hein, de marché, voilà, c'est la logique du marché là. Hein. Parfait. C'est normal. Et donc, du coup, on voit en fait que parfois, il y a des sanctions en fait qui sont prises par ce qu'on appelle le bloc occidental. Et on voit que les États-Unis, eux, en catimini, alors même des fois ouvertement, continuent à faire leur business avec eux, alors qu'ils sont à l'initiative finalement de ces sanctions-là. Tout à fait. Mais aujourd'hui, bon, nous, on vit dans le monde occidental, donc on a les informations qu'on nous donne aussi. Hein. Donc, si vous habitez aux Indes en ce moment, ou en Afrique, ou en Chine, vous n'aurez pas forcément la même Lecture de la situation. voilà. Je veux dire, le conflit n'est pas vu de la même façon en fonction de l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Vous voyez. Donc, c'est vous que nous, on baigne dans le temps, c'est matin, midi, soir, on nous parle de ça. Et c'est vrai, il y a des drames humains, je ne le renie pas du tout. Au contraire, hein, malheureusement, cette guerre, c'est le peuple ukrainien qui en pâtit les conséquences les plus dramatiques. Mais ce que je veux dire, c'est que l'économie aujourd'hui, on le voit très bien, il y a la guerre armée et il y a une guerre économique. Et c'est souvent la guerre économique qui peut faire le plus de mal à moyen long terme. Parce que la guerre militaire, elle dure un certain temps, elle fait des morts, c'est dramatique, mais la guerre économique, elle peut faire des morts à contre-coup dans plusieurs mois, plusieurs années. On va avoir les conséquences de ça. On en parle aujourd'hui, on dit qu'on a un risque de famine dans certains pays du Maghreb ou d'Afrique à cause du problème de blé. Aujourd'hui, qui risque le prix explose parce que la Russie et l'Ukraine, c'est des deux plus gros producteurs de blé au monde. Donc voilà, donc on a des conséquences, on va avoir des victimes collatérales de cette guerre dans d'autres parties du monde qui n'a rien à voir avec l'Ukraine et la Russie. Et si on reste sur l'aspect stratégique de la chose, est-ce que ce n'est pas des parts de marché qui risquent aussi de disparaître au profit du marché russe quand on parle du Maghreb, de l'Afrique, etc. Oui, enfin, je veux dire, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des sanctions, je ne connais pas s'il y a des sanctions, peu en général, d'après ce que j'ai compris, entre l'Afrique et la Russie. Donc, il y a peu de pays africains qui ont mis des sanctions avec la Russie. C'est le bloc occidental, américain, occidental. Ce que j'entends par là, en fait, c'est qu'il va y avoir une pénurie au niveau du blé. Par exemple, si on reste sur le blé, il va y avoir une pénurie. Et aujourd'hui, la Russie, en tout cas, n'est pas le partenaire commercial privilégié de tous ces marchés-là, quand on parle du Maghreb et de l'Afrique. Et donc, du coup, en fait, parce qu'on s'imagine en fait qu'ils vont favoriser les relations qu'ils ont de manière historique avec la France ou les autres pays en fait occidentaux. Est-ce que, compte tenu de la crise qu'ils vont
qui vont être amenés à traverser et que la Russie est un des plus gros producteurs mondiaux de blé, est-ce que la Russie ne risque pas de devenir le premier partenaire commercial de ces marchés-là? Oui, la question c'est que par exemple pour le blé, on n'envoie pas du blé, il faut le traiter le blé, c'est-à-dire qu'il faut des raffineries pour refaire de la farine, etc., etc. Donc en Afrique, je suis pas certain qu'ils ont tous les moyens de fabriquer le produit final. Donc ça passe souvent par l'Europe. C'est-à-dire que le blé est envoyé en Europe, qui raffine pour faire de la farine ou des produits intermédiaires pour l'agroalimentaire et qui part après en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la Et question est donc, là. du coup, Voilà. est-ce que ça ne va pas ouvrir un autre couloir, en fait? C'est ça, en fait, la question. Bah, Là, je aujourd'hui, pense, hein. c'est De toute ça. façon, ça peut passer aussi par la Turquie, qui, eux, pour l'instant, ne font pas de sanctions et qui est le seul endroit où on peut rentrer et sortir de la Russie. Actuellement, ça passe par Istanbul, par exemple, hein, qui est devenu le nouveau hub, puisqu'il n'y a plus aucun avion qui survole la Russie des compagnies européennes. Donc, pour rentrer en D'accord. Russie, vous avez de l'Europe, vous avez qu'Istanbul. D'accord. Sinon, il faut passer par Dubaï pour Moyen-Orient. Donc, D'accord. voilà. Excellent. Merci. Alors, merci, merci pour ton retour. Alors, une question qui nous vient de Sabrina, elle n'est pas directement liée au sujet, c'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin, Sabrina. Euh, Sabrina dit: Bonsoir, bilingue en anglais et désireuse de vivre dans le Sud, quel serait le bon créneau dans le Sud de la France pour créer une société? L'immobilier de luxe reste un créneau intéressant? Oui, mais il y a beaucoup de monde déjà dessus, hein. Il y a beaucoup de monde. Et justement, on se pose la question, les Russes étant quand même une clientèle importante de l'immobilier de Russes, est-ce quid? Voilà, moi on m'interroge souvent. C'est vrai que j'ai des Russes qui commencent à envoyer des SMS. Je leur ai vendu une villa ou un appartement il y a 5-6 ans. Ils me disent What's the price today? Voilà, donc bon. Il y en a qui vont vendre, il y en a peu qui vont acheter parce que pour transférer l'argent, on est toujours dans la même situation. Il y a d'autres domaines, hein. Il y a l'hôtellerie, qui est un marché qui va reprendre parce qu'on a eu 2 ans de Covid. Maintenant, les gens ont envie de profiter de la vie. Donc l'hôtellerie, c'est un secteur où il y a de la demande. Tout ce qui est conciergerie aussi, par exemple, pour faire la location saisonnière ou pour faire des conciergeries de luxe pour la clientèle, c'est aussi intéressant. Si vous êtes bilingue, bien entendu, hein, vous avez plein de potentiel de choses à faire, puisque les non-résidents qui viennent sur la Côte d'Azur, c'est par millions, hein, chaque année. On est une des régions les plus visitées de France, hein, donc bien sûr, bien sûr. Ça, il y a de la place, il y a des choses à faire. Excellent. Merci. Merci. Alors, merci énormément, Laurent. Alors, le webinaire, tout ça, ça fin. Oui, Euh, Quel serait ton mot de la fin, Laurent? ben écoutez, Une totale liberté de parole. merci pour cette invitation. Voilà, moi j'espère vous avoir donné une vision assez pragmatique et concrète de ce que vivent aujourd'hui un peu les entrepreneurs français en Russie. Maintenant, j'ai quand même finir par une touche positive. Bon, j'espère, comme tout le monde, que cette guerre s'arrête le plus vite possible. Et à un moment donné, il va falloir. On peut pas, la Russie ne pourra pas être exclue du reste du monde à la vita aeternam. C'est le plus grand pays du monde en termes de surface. Je veux dire, c'est un pays qui est là, qui a toujours été là. Donc, Poutine ou pas Poutine, demain, peut-être qu'il ne sera plus là. Donc, je veux dire, il va falloir recommencer dans le futur des liens économiques avec ce pays. Qui, hormis le fait qu'il a des ressources naturelles énormes, c'est quand même 120 millions, 140 millions d'habitants. Si on compte tous les russophones, c'est 180 millions d'habitants. Donc voilà, c'est quand même beaucoup de gens et des marchés importants. Jusqu'à maintenant, les produits français, alimentaires, luxe, tout ce que vous voulez, tout ce qui était français, avait plutôt bonne cote. Bon, on verra comment ça va évoluer, mais la France avait plutôt une. Les Russes avaient plutôt une bonne opinion de la France, du style français, etc. Donc, on aura sûrement des choses à faire dans le futur, quand même. Voilà, quand ça va repartir, faudra être présent. Je te montrais en fait Guerre et paix de Léon Tolstoï, en fait, qui Ah, confirme je qu'il vois pas y a. bien. Et c'est marrant en fait qu'on fasse ce webinaire-là parce que j'étais en train de le relire justement et qui confirme finalement qu'il y a plutôt une bonne relation entre la France et la Russie qui date depuis plusieurs siècles en fait. Et donc du coup, Objectivement, alors aujourd'hui c'est très tendu pour les raisons qu'on sait, mais c'est un pays qui a toujours été allié avec la France. Voilà, on a gagné la guerre face aux nazis en grande partie grâce aux Russes. Si ce n'est, il y a eu 20 millions de morts. Imaginez ce que c'est, d'accord? C'est la Belgique morte
et encore 2 fois la Belgique morte, 10 plus 10, 20 millions, c'est colossal. Je veux dire, bon, ils ont payé le plus gros tribut pour libérer l'Europe. Donc, il ne faut pas l'oublier ça non plus. Je veux dire, bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une situation compliquée avec la Russie, mais il faut avoir Ça va espoir que les choses changer. vont s'améliorer. Voilà. Il faut savoir raison garder, en fait. D'accord. Voilà, tout à fait. Très bien. Bah, écoute, euh, avant toute chose, merci aux participants d'avoir abondé finalement le chat de leurs questions. Merci finalement pour l'échange qui s'est créé entre Hamid et Sabrina. Merci pour l'équipe riche avant d'entreprendre pour votre diligence et votre participation et votre sérieux à nos côtés. Merci Laurent Mérangon d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Un petit coucou à Gérard qui était avec nous la semaine dernière. On te souhaite énormément de succès dans tes entreprises multiples